Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure. Donc aujourd'hui, format un petit peu spécial, on va vous proposer une vidéo donc qui a été préenregistrée avec Paul de Sadler du laboratoire Nutrimed. Donc il va nous parler un peu d'oncologie intégrative. Et puis demain, il y aura une session d'une heure pour répondre à toutes vos questions sur la présentation qui aurait été faite aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant le webinaire parce qu'on a bien une heure pour y répondre demain. Je vais vous partager d'ailleurs le lien, hop, ici dans le chat. Je vous ai partagé le lien pour pouvoir vous inscrire à la session de demain où Paul sera présent pour répondre à toutes les questions. Vous pourrez éventuellement l'envoyer par mail aussi si jamais vous avez d'autres questions par la suite. Pour l'instant, je vais vous lancer la vidéo. Et hop, alors, hop, la vidéo. Et donc, pour rappel, il sera bien présent demain pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Je vais vous montrer tout le système qui existe possédons pour stopper, pour inhiber cette division cellulaire, cette croissance qui est en principe est contrôlée et progressive qui s'appelle le cancer. Deuxième partie, nous allons évaluer toutes les publications scientifiques pour voir quelles molécules nutritionnelles ou même pharmacologiques on pourrait éventuellement utiliser en prévention ou en adjuvant. Comme vous le savez, je suis le directeur médical chez Nutrinet et Research Nutritions. Je fais partie du conseil d'éducation de quelques associations médicales comme la British Environmental Medicine ou l'Institut de médecine fonctionnelle en Espagne. Pendant cette présentation, je vais régulièrement citer les molécules, même des produits et les dosages, ce que, en principe, je ne fais pas pendant mes conférences, mais sachez que tout est documenté et les références scientifiques ont aussi été ajoutées sur mes diapositives. Bon, la néoplasie, donc cette croissance incontrôlée, anormale et progressive, de cellules ou de tissus dans l'organisme, le résultat, c'est le néoplasme ou la tumeur. Ce passage à une cellule normale, à une cellule cancéreuse, c'est la cancérogenèse, et chaque substance, chaque molécule qui favorise ce passage est un agent cancérigène. À la base, les dégâts, les dommages au niveau de l'ADN, souvent provoqués par des radicaux libres. Quelques substances cancérigènes avec bien sûr, en premier lieu, alors, le tabac. Comme vous savez, fumer ou ne pas fumer est d'office déjà le meilleur conseil que je peux vous donner, ce soit pour éviter cette formation de cancer. Fumer est une exposition intensive à des hydrocarbures aromatiques polycycliques. D'autres agents dans cette même catégorie, et par exemple aussi l'anaxamène, qu'on connaît comme le répulsif amide. Et on sait aussi que, selon les statistiques, fumer est impliqué dans 33% des cancers avec, en premier lieu, bien sûr, le cancer du poumon. Autres molécules cancérigènes, entre autres les amines aromatiques, qu'on utilise comme conservateur alimentaire. Parmi ces molécules, on a aussi le chlorure de vinyle qui est utilisé pour la production du PVC. Autres molécules toxiques dangereuses, c'est les mycotoxines. Les mycotoxines qui sont des métabolites secondaires qui sont libérés par certains spores fongiques. Et si je dis mycotoxines, je pense surtout à
des dégâts d'eau, des- disons des immeubles souvent précaires, des inondations, une situation telle quelle. Mais souvent, on voit aussi que les aliments peuvent être intoxiqués, comme des céréales, des graines, des noix, ou même le lait de vache peut être contaminé, ou la viande de vache, du moment que la vache a été nourrie avec des aliments qui peuvent aussi être contaminés. Au niveau des mycotoxines, l'aflatoxine B1, c'est pour l'instant le plus puissant cancérogène naturel, l'aflatoxine qui est un métabolite secondaire de l'aspergine. Ensuite, dans cet aperçu, bien sûr, tous les rayonnements d'haute énergie, les rayonnements qui peuvent en principe être libérés accidentellement au niveau des centrales nucléaires, ou ce sont des rayonnements qui pourraient être libérés le jour où des armes atomiques sont utilisées. Mais aussi toute procédure de radiologie diagnostique peut en principe être dangereuse. Ensuite, l'amiante. L'amiante qui, elle, en principe, est un minéral naturel, des fibres qui sont très très résistantes à la chaleur. Et ici, on aborde surtout le dérivé du silicium, qui lui est associé au cancer poumon. Et on sait que même une exposition peut être suffisante, à moins que l'exposition soit vraiment intense. Ce qu'on a vu par exemple le jour où les Twin Towers ont été attaqués à New York. Bien sûr, dans cet aperçu de toutes les molécules dangereuses qui peuvent vraiment entraîner ce développement, il y a bien sûr les virus. On dit on a publié que 15% de tous les cancers sont liés à des virus pathogènes comme le virus HPV, le papillo, ou l'hépatite B, et bien sûr l'Epstein-Barr. L'Epstein-Barr qui a bien été documenté dans le contexte du Covid et dans le post-Covid. Et vous vous souvenez qu'à ce moment-là, on a surtout vu que pour un bon diagnostic, il faut au moins 4 marqueurs. Il faut les anticorps qui sont en principe les anticorps contre le capsid viral, donc les protéines autour de l'ADN. Mais il faut aussi les anticorps ECNA, donc contre les anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires. Et bien sûr, les anticorps contre les antigènes d'apparition précoce, parce que ces antigènes d'apparition précoce sont uniquement libérés dans la phase lytique. Donc ça, on l'a vu au point de vue diagnostic. Ensuite, point de vue traitement, vous vous souvenez qu'on a dit, oui, il y a les engins, les outils, les molécules comme la cyclovir, le valacyclovir, agents antiviraux, ou même la lactoferrine. Et à côté de ces agents anti-infectieux, eh bien, il faut surtout utiliser des molécules qui augmentent l'activité, la capacité des natural killer cells. On va en parler aujourd'hui avec le multi-messenger, les transfert facteurs, aussi, par exemple, le glutathion liposomal, qui indirectement augmente aussi la capacité des cellules NK. Et en adjuvant éventuellement des molécules comme le EGCG, le thé vert, qui au fait bloquent les gènes lytiques. Si jamais ce protocole vous intéresse, n'hésitez pas à contacter nous. J'ajoute juste que l'EBV, lui, est souvent lié au cancer gastrique ou bien sûr à l'Hodgkin. Ok. Au point de vue des statistiques, de nos jours, les maladies cardiovasculaires, c'est toujours la première cause de mortalité, le cancer en numéro. Sachez ensuite que cette croissance tumorale est monoclonale, ce qui veut dire qu'à la base, il y a toujours une cellule qui initialement est divisée en 2 cellules identiques. Ok. Ensuite,
aperçu des systèmes de défense. Si, initialement, il y a cette croissance, cette division cellulaire qui se manifeste, eh bien nous possédons en principe plusieurs systèmes de défense. Je voudrais vous montrer tous ces systèmes. Ensuite, quand on discutera des molécules qu'on utilise, même les chimios, vous allez probablement mieux comprendre l'activité et l'indication spécifique. Le premier système de défense, c'est les gènes suppresseurs de tumeurs. C'est des gènes qui, à chaque moment, peuvent intervenir, peuvent imiter ce cycle cellulaire, cette division cellulaire. Donc, c'est une inhibition qui se manifeste en principe au niveau ou entre la phase G1 et S. Et si effectivement on inhibe cette division cellulaire, eh bien à ce moment-là, il y a deux possibilités. Première possibilité, il n'y a pas trop de dégâts, ce qui veut dire qu'on peut réparer l'ADN. Si jamais il y a beaucoup de dégâts, alors on décide de faire appel à l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée. Système génétique, gène suppresseur de tumeur, le système le plus connu, c'est le système TP53. On dit même que une mutation au niveau du TP53, c'est probablement la mutation la plus fréquente qu'on voit dans les cancers humains. TP53 va coder pour plusieurs protéines, et c'est ces protéines, les protéines P53, qui ensuite vont commander la transcription TP21, et c'est la protéine P21 qui ensuite vraiment est l'inhibiteur de la division cellulaire. Ici, j'ajoute que ce système de défense majeur, le TP53, est automatiquement activé, initié s'il y a danger, infection, hypoxie, stress. Et je vous signale aussi, on va en reparler plus tard, que certaines molécules, comme la vitamine K2, ont été citées, c'est publié, qui augmente l'activité du TP53. Donc là, vous comprenez déjà pourquoi tout à l'heure, on va effectivement citer la vitamine K2 parmi les molécules en chimioprévention. Sachez aussi que au niveau du système TP53, si les éléphants développent rarement un cancer, c'est parce qu'ils possèdent beaucoup de copies du TP53, donc à chaque moment, des dégâts peuvent être contrôlés ou irrités. Autre système de gènes, même très connu, c'est les gènes BRCA1, BRCA2 ou les gènes 1 et 2 du cancer du sein. Vous savez que Angelina Jolie est porteuse d'une mutation au niveau BRCA1, et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé en prévention de s'amputer les seins. Au synonyme, BRCA1, c'est des gènes qui sont exprimés dans le tissu du sein, aussi dans d'autres tissus. Et nous savons en plus que si effectivement il y a des anomalies, et une anomalie veut dire que des dégâts, des manifestations au niveau de l'ADN ne peuvent pas être réparées, contrôlées, eh bien si ces anomalies se manifestent, souvent elles sont héréditaires. Ensuite, si je vous dis que, ok, il y a trop de dégâts, on fait appel à l'apoptose, eh bien au niveau de l'apoptose, donc cette mort cellulaire programmée, en principe, il y a deux voies. Là aussi, je vous montre ces détails pour ensuite, quand on aborde la phase des molécules et des publications,
vous allez mieux comprendre les bénéfices que certaines molécules ont. La première phase d'apoptose, et sachez que l'apoptose, elle ne se manifeste pas seulement dans le cadre du cancer. À chaque moment, une cellule peut décider de s'éliminer, par exemple s'il y a hypoxie, déprivation de nutriments ou autre danger. Dans cette première voie d'apoptose, eh bien, on voit que c'est le système mitochondrial qui est inhibé, qui est interrompu. Déjà, on sait que au niveau des mitochondries et surtout dans la chaîne de transport d'électrons, on sait que des molécules toxiques ou des métaux lourds ou les mycotoxines sont tellement toxiques parce qu'effectivement, il faut inhiber au niveau de cette chaîne de transport d'électrons. Et si effectivement il y a une inhibition, à ce moment-là, eh bien, on élimine la cellule. Ici, dans ce système d'apoptose effectif, une molécule, la cytochrome C, qui se situe entre le complexe 3 et le complexe 4, va se libérer, ensuite activer les enzymes caspase, et c'est là qu'on élimine la cellule. Le deuxième système d'apoptose, lui, est un système qui est initié par des macrophages activés qui libèrent le TNF-alpha. Ok. Prochain système de défense, c'est le facteur hormonaux, les oestrogènes, et on sait que les oestrogènes jouent un rôle essentiel dans le développement sexuel, la santé reproductive, mais en principe, les oestrogènes sont aussi potentiellement dangereux. En principe, 70% des cancers du sang sont des cancers à récepteurs d'oestrogènes positifs, qui sont sensibles aux oestrogènes. Au point de vue disons, de perspective, on sait que ces cancers qui sont sensibles aux oestrogènes ont en principe de meilleures perspectives, mais on sait aussi qu'en principe, le développement est un peu plus lent. Mais alors, si effectivement on situe ces cancers à récepteurs d'oestrogènes positifs, eh bien, vous savez que c'est là que la tamoxifen est souvent utilisée en prévention ou en adjuvant. La tamoxifen, ou le Nolvadex, est une molécule qui va bloquer, qui va inhiber les récepteurs d'œstrogène par compétition, donc les récepteurs qui se situent sur la cellule cancéreuse. La tamoxifen ne va pas inhiber la synthèse des œstrogènes, c'est uniquement cette interaction au niveau du récepteur qui est bloquée. Si on aborde la synthèse des œstrogènes, c'est que avant la ménopause, c'est principalement au niveau des ovaires. Après la ménopause, la synthèse des œstrogènes, c'est en périphérie, c'est-à-dire que les précurseurs androgènes vont être convertis par une enzyme qui s'appelle l'aromatase. Donc, d'une part, tamoxifen, inhibiteur des récepteurs d'œstrogène, donc va inhiber l'intérieur du glycine bêta-estradiol sur la cellule cancéreuse. Et si d'autre part, si on utilise des inhibiteurs d'aromatase, ce qu'on fait en principe pendant la ménopause, eh bien à ce moment-là, on va inhiber cette synthèse d'œstrogène qui est principalement périphérique. Sachez que souvent, dans les traitements, avant la ménopause, on utilise en adjuvant uniquement la tamoxifen. Après la ménopause, on voit que souvent, il y a la tamoxifen et les inhibiteurs aromatase comme le Semara, donc letrozole ou arimidex, anastrozole,
qui sont utilisés en alternance avec la tamoxifen. Mais, ok, au niveau des récepteurs d'œstrogènes, sachez que au niveau des oestrogènes, il y a deux parties, il y a deux subtypes, il y a les alpha et les bêta. Et avant la ménopause, disons que le ligand naturel, le 17 bêta-oestradiol, a une affinité qui est égale au niveau de la partie alpha et la partie bêta. Une fois la ménopause, surtout chez les femmes obèses, on voit que, en principe, il y a plus d'expression au niveau alpha. Mais, pour mieux comprendre la différence alpha et bêta, eh bien, je montre l'expression des récepteurs au niveau de la prostate. Là, en principe, disons d'une manière générale, on estime qu'une activation alpha est inflammatoire, entraîne une prolifération éventuellement dangereuse. Par contre, l'activité bêta, c'est l'inverse, ça réduit l'hypertrophie, invasion et inflammation. Je vous dis que c'est en principe comme ça, et c'est un système qu'on peut appliquer en prévention ou même dans l'hyperplasie bénigne de la prostate ou éventuellement dans le cancer, mais dans la phase précoce, parce qu'on sait au niveau de la prostate, mais aussi au niveau du cancer du sein, que l'expression des récepteurs peut évoluer pendant le développement. Bon, pour bien comprendre ce système alpha-bêta, je vous montre ici de la prostate, et on va indiquer donc, que ça peut se faire au niveau des récepteurs pour effectivement diminuer cette croissance ou cette inflammation. Eh bien, en premier lieu, si on prend les récepteurs alpha, effectivement, on peut inhiber les récepteurs alpha. Au point de vue de molécules nutritionnelles documentées, on sait que l'indolcarbinol, extrait spécifique du brocoli, elle va inhiber au niveau alpha. Si je dis que c'est une molécule nutritionnelle, il faut même que j'ajoute que l'indolcarbinol a changé de catégorie, c'est-à-dire que dorénavant, l'indolcarbinol est même une molécule sous prescription, donc n'est plus nutritionnelle, mais est médicamenteuse. Mais bon, on va en parler tout à l'heure. Bon, à côté de l'inhibition au niveau des récepteurs alpha, quelles sont les autres possibilités? Eh bien, on peut moduler le bêta d'une manière sélective. Et là, tout à l'heure, je vais vous montrer que Equol, le produit de segmentation du soja, l'Equol est un modulateur sélectif au niveau des récepteurs bêta. C'est bien, ça protège. Et en plus, on va aussi montrer que l'Equol agit aussi au niveau de la dihydrotestostérone, mais d'une manière très sélective. Donc, l'Equol va bloquer le DHT, dihydrotestostérone, mais uniquement alpha. Donc, ce qui veut dire qu'on va inhiber les effets indésirables, cette présence, sans avoir des effets anti-androgéniques, parce qu'effectivement, on sait que si on utilise la 5-alpha-réductase pour bloquer cette conversion testostérone en DHT, on peut par exemple faire avec la finastéride, là, il y a effectivement des effets anti-androgènes. Et finalement, je vous montre aussi qu'on peut aussi agir au niveau de l'aromatase, parce que souvent, il y a beaucoup de situations où il y a une surexpression de l'aromatase. Et là, il y a les molécules qu'on vous a montrées, donc sur l'AGA, Arimidex, et au niveau de nutriments, eh bien, l'indolcarbinol, même aussi le DIN, a un effet inhibiteur à ce niveau-là. Ok. Ensuite, si le traitement anticancéreux modifie le taux d'hormones, diminue généralement la quantité de glycéphène d'hormones, ou bien en bloquant
l'activité des hormones ou bien effectivement en réduisant la synthèse ou la production d'hormones. Ici, je montre au niveau des récepteurs alpha-bêta et là on va voir quelques modèles cancer du sein. Là, effectivement, je montre que cette expression au niveau des alpha et bêta, elle peut changer au cours du développement du cancer. Donc, juste pour vous dire que, d'une manière générale, l'idée que alpha c'est mauvais, modulation bêta c'est bien, c'est un peu trop strict. Il y a cette expression qui évolue et j'ai quelques exemples pour vous montrer, mais bon, j'insiste aussi que c'est un peu strict. D'une manière générale, c'est surtout pour vous expliquer l'activité, c'est un jeu entre alpha et bêta. Bon, au niveau du cancer du sein, donc on a le carcinome canadique in situ. Là, les cellules atteintes, c'est cette cellule dans le canal métier. D'une manière générale, on sait que le taux de survie à 5 ans dans ce type de cancer est normalement très élevé. C'est quasi 100%, certainement si on traite immédiatement au stade précoce. Si ensuite, s'il y a propagation, mais la propagation est vraiment dans les cellules voisines, toujours les statistiques démontrent que le taux de survie à 5 ans, c'est toujours élevé, 86%. Par contre, s'il y a les métastases, là, le taux de survie diminue énormément. Bon, au point de vue des expressions des alpha et des bêta, on voit souvent que dans le stade précoce, on voit une forte expression au niveau alpha et une faible expression au niveau bêta. Donc, à ce moment-là, si on envisage d'utiliser des modulateurs sélectifs, eh bien, on pourrait éventuellement agir sur l'alpha. Ensuite, pendant le développement du cancer, on voit que l'expression des deux récepteurs disparaît. D'autre part, le cancer du sein lobulaire, c'est les glandes qui sont atteintes. Là, on voit qu'en premier lieu, souvent, il y a une expression abondante alpha-bêta. On pourrait agir sur les deux en premier lieu. Ensuite, dans le stade avancé, c'est surtout l'expression alpha. Et donc là, on peut uniquement agir au niveau alpha. Éventuellement avec l'adolcarinol qu'on va voir plus tard. Je vous ajoute encore là aussi pour quand même revenir sur la prostate, mais là, à nouveau, prévention, hyperplasie bénigne, là, il est parfaitement possible d'utiliser des molécules comme les clones, agir sur bêta, agir sur DHT-alpha, et éventuellement, ce qu'on fait souvent, certainement en hyperplasie bénigne, on utilise les clones, et à côté des clones, un anti-inflammatoire puissant, bien documenté, comme le lycopène, mais là, vraiment, un dosage de 15 mg. Donc 5 mg, c'est pas assez, il faut 15 mg. Ok, le rôle des œstrogènes, naturellement, pour bien comprendre, il faut passer par les métabolites. Parce que la métabolisation des œstrogènes, l'hydroxydation des œstrogènes, eh bien, elle peut se situer au niveau C2, C4 et C6. Et avec taux de métabolique, c'est des tests urinaires, on peut vraiment distinguer, mesurer les C2, les C16 et les C4. C'est très important dans le diagnostic et aussi dans le dépistage. Parce qu'effectivement, on a vu que si les taux
le C2 est élevé, eh bien, en principe, l'usage d'utiliser des modulateurs sélectifs, eh bien, on pourrait éventuellement agir sur l'alpha. Ensuite, pendant le développement du cancer, on voit que l'expression des deux récepteurs disparaît. D'autre part, le cancer du sein lobulaire, c'est vraiment les glandes qui sont atteintes. Là, on voit qu'en premier lieu, souvent, il y a une expression abondante alpha-bêta. On pourrait agir sur les deux en premier lieu. Ensuite, dans le stade avancé, c'est surtout l'expression alpha. Et donc là, on peut uniquement agir au niveau alpha. Éventuellement avec l'adolcaginol qu'on va voir plus tard. Je vous ajoute encore là aussi pour quand même revenir sur la prostate, mais là, à nouveau, prévention, hyperplasie bénigne, là, il est parfaitement possible d'utiliser des molécules comme les clones, agir sur bêta, agir sur DHT-alpha, et éventuellement, ce qu'on fait souvent, certainement en hyperplasie bénigne, on utilise les clones, et à côté des clones, un anti-inflammatoire puissant, bien documenté, comme le lycopène, mais là, vraiment, un dosage de 15 mg. Donc 5 mg, c'est pas assez, il faut 15 mg. Ok, le rôle des œstrogènes, naturellement, pour bien comprendre, il faut passer par les métabolites. Parce que la métabolisation des œstrogènes, l'hydroxydation des œstrogènes, eh bien, elle peut se situer au niveau C2, C4 et C6. Et avec taux de métabolites, c'est des tests urinaires, on peut vraiment distinguer, mesurer les C2, les C16 et les C4. C'est très important dans le diagnostic et aussi dans le dépistage. Parce qu'effectivement, on a vu que si les taux, les C2 est élevé, eh bien, en principe, on réduit le risque quand le cancer se développe. Cancer du sang, cancer de l'endomètre. Et le rapport C2, C16 élevé, c'est un meilleur pronostic. C'est très intéressant au point de vue de prévention, dépistage, mais aussi intéressant si on a des molécules qui peuvent manipuler cette métabolisation qu'on va la voir plus tard. Mais non, il y a beaucoup d'études qui ont été organisées pour démontrer ce lien entre les métabolites spécifiques d'une part et d'autre part vraiment le risque de développer un cancer. Des études, des publications, j'en ai ajouté quelques-unes ici, où en principe, en premier lieu, on recrute des femmes préménopausales. Il y a recueilli l'urine du matin qui est conservé à frais et qui est ensuite analysé. Ensuite, fait suivi pendant, ici cette première publication, fait suivi pendant 5 ans et demi pour dépister le cancer du sein. Et on voit aussi, là, c'est une confirmation, on voit que le rapport C2, C16 élevé diminue effectivement le risque qu'un cancer se manifeste. Études qui ont été prolongées ensuite, 12 ans, même constat, C2, C16 élevé, on réduit le risque, ou même d'autres études qui ont démontré que l'augmentation des C2 et des C4 protège contre ce développement. Si je vous dis que, il y a des possibilités pour manipuler, pour changer ce métabolisme, eh bien, on sait que l'enzyme cytochrome
qui est responsable pour cette hydroxylation au niveau des C2, c'est l'enzyme CYP1A1, l'enzyme cytochrome, et cette enzyme est induite par à nouveau l'aldol carbinol. Mais bon, vous en faites pas, je vous montre les détails des molécules qu'on peut envisager dans la première, dans la deuxième partie de l'exposé. Méthylation, oui, effectivement. Dépistage, prévention, contrôler que nos patients ont une bonne méthylation. Cette méthylation est nécessaire pour effectivement convertir ces métabolites en molécules protecteurs, donc contrôler l'homocystéine, la B12, la BC, l'acide folique et autres. Ensuite, prochain système de défense, réponse immunitaire. Système de défense très important. Je vous situe à ce niveau-là que, effectivement, au niveau de notre immunité, de notre réponse immunitaire, c'est vrai qu'on a deux lignes. Il y a une première ligne, l'immunité innée, qui contient plus de phagocytes, mais aussi des natural killer cells. Et cette première ligne, si on est en bonne santé, peut éliminer la majorité des antigènes. Si, finalement, on ne parvient pas, à ce moment-là, il y a une deuxième ligne, l'immunité adaptive. Et pour l'immunité adaptive, on voit que des macrophages spécialisés, des cellules présentatrices d'antigènes, ils ont scanné l'antigène pour ensuite montrer les fragments spécifiques de cet antigène. C'est un système d'échange à base de récepteurs CMH2 qui sont en contact avec les récepteurs CD4 sur les T auxiliaires. Et donc, à base de ces spécificités de l'antigène, on va inciter, on va provoquer, on va organiser un flux de cytokines. Et les cytokines, à ce moment-là, bien sûr, c'est des messagers. Notre système immunitaire fonctionne en premier lieu à base d'un échange de cytokines pour recruter d'autres cellules immunitaires. C'est comme ça qu'on organise finalement aussi cette réponse adaptive qui est beaucoup plus spécifique que la réponse innée. Donc, la cellule cancéreuse, elle, est identifiée comme un antigène. Comment ça se fait? Eh bien, un ADN endommagé va inciter la cellule à produire des protéines anormales qui, finalement, l'identifient comme antigène. Et si c'est identifié comme antigène, effectivement, à ce moment-là, il y a notre système de défense majeur, l'immunité, qui va s'engager, qui va tout faire pour éliminer cette cellule ou cet antigène. Ok. Sachez naturellement, bien sûr, que d'autre part, la cellule cancéreuse va développer beaucoup de mécanismes. Elle va essayer d'échapper à cette réponse immunitaire, et entre autres, une libération de produits immunosuppresseurs, mais il y a par exemple aussi au niveau de cette interaction que je vous ai expliqué au niveau des CMH2 et les récepteurs CD4, là aussi, ces cellules vont vraiment bien inhiber. Donc, la cellule cancéreuse fait tout pour échapper au système de défense majeur et immunitaire. Ensuite, je vous signale encore au niveau des macrophages que les macrophages ont un double rôle. Là aussi, à nouveau, vous allez comprendre après que je vous montre ce système pour mieux comprendre pourquoi on utilise certaines molécules. Mais bon, ici, sur le dessin, à droite, disons en haut, vous voyez que les NK, donc les Natural Killer Cells,
à gauche, les cellules cytotoxiques essayent d'éliminer la cellule cancéreuse. Au niveau du recrutement, eh bien, l'interleukine 2 va recruter ces cellules NK, ces cellules cytotoxiques. Et là aussi, quand on explore les publications, je vais montrer qu'il y a des molécules ou des compositions comme le prochloraférin, extrait de brocoli, précurseur de sulfoxafate, qui augmentent l'interleukine 2. Donc, vous pouvez vous imaginer, non seulement au point de vue du cancer, ou des systèmes de défense pour éviter ce développement. Mais disons d'une manière générale, vous pouvez vous éviter que si, d'une part, on a des molécules comme le prochloraférin qui augmentent le recrutement des cellules NK, et si, d'autre part, on a des compositions comme le multi-messenger qui augmentent l'activité des cellules NK, vous pouvez vous imaginer que c'est des très bons modulateurs, et souvent aussi d'une manière spécifique pour augmenter cette immunité. Mais bon, ici, NK est cytotoxique, en haut, en bas, vous voyez le macrophage qui va pénétrer la cellule cancéreuse, et le macrophage qui va libérer des TNF-alpha, et les TNF-alpha qui peuvent ensuite développer deux pistes. Il y a une piste où les TNF-alpha, effectivement, font tout ce qu'il faut pour inhiber les tumeurs, mais il y a une autre piste qu'on appelle la piste TNF-2, où à ce moment-là, des lymphocytes suppresseurs sont même activés. Donc, à ce moment-là, les TNF-alpha peuvent même entraîner une sorte de promotion des tumeurs. Et je vous dis ça parce que en chimio, des compositions comme l'infliximab, donc le Remicade, comme on le connaît, eh bien, c'est un produit qui effectivement va inhiber cette deuxième voie, de cette manière-là, inhiber une promotion ou un développement des tumeurs. Ok. Métabolisme mitochondrial. Que doit-on savoir au niveau des mitochondries cancéreuses? Deux choses. En premier lieu, on sait que au niveau mitochondrial, on produit de l'ATP, mais il y a à chaque moment une perte d'une fuite d'électrons. Eh bien, cette fuite d'électrons est plus importante dans le cancer. Et bien sûr, cette fuite d'électrons, ces oxydants, vont ensuite endommager les mitochondries. Ok. Deuxième aspect, au niveau mitochondrial, aspect spécifique des cellules cancéreuses, eh bien, on voit que les cellules cancéreuses, au niveau de synthèse d'énergie, vont utiliser la glycolyse. Ce qui est bizarre, parce que la glycolyse, c'est un système où le pyruvate est immédiatement converti en acide lactique. C'est un système qui est développé d'office dans une situation analogue. Donc le sportif qui est prisé, qui fait l'exemple, effectivement, le pyruvate est immédiatement converti en lactate. Ici, effectivement, ces cellules cancéreuses ne vont pas dégrader le pyruvate comme on prétend dans le cycle Krebs, dans le cycle acide citrique, pour finalement produire beaucoup d'ATP. Non, et prend le raccourci, il va immédiatement convertir pyruvate en acide lactique. Pourquoi? Eh bien, donc cet effet s'appelle l'effet Warburg. Disons que on s'imagine deux raisons pour lesquelles ces cellules cancéreuses préfèrent ce raccourci, donc immédiatement produire de l'acide lactique et diminuer fortement le rendement d'ATP. Eh bien, en premier lieu, c'est parce que ce raccourci va quand même libérer un peu d'énergie, donc c'est un approvisionnement
rapide. Pourquoi? Parce que ces divisions cellulaires, c'est aussi un développement rapide. Donc, il préfère d'avoir un peu d'énergie, mais immédiatement. Et d'autre part, naturellement, la production d'acide lactique crée aussi une acidose qui, naturellement, favorise le cancer. Après, je vais vous montrer le système qu'on peut utiliser effectivement pour agir sur ces deux spécificités au niveau des mitochondries. Au niveau des chilios, si on l'utilise imatinique ou Glivec, eh bien, c'est le système qui vont obliger le pyruvate à prendre à suivre le cycle de Krebs. BCA alternatif à la même capacité. L'angiogénèse. Une tumeur, c'est constitué d'une population de cellules cancéreuses qui se développent, qui se dirigent rapidement, et naturellement, il y a un besoin d'apport sanguin. Il faut de l'oxygène, il faut des nutriments, et bien sûr, vous pouvez vous imaginer qu'effectivement, s'il y a ce développement dans ce sens que je t'aime là, eh bien, les cellules cancéreuses sont s'organiser. Il faut plus d'apport sanguin, il faut plus de capillaires. Et c'est là que des facteurs de croissance vont être sécrétés, vont être libérés, facteurs de croissance comme les G et les GS. Et ces facteurs de croissance qui, eux, je dirais, attaquer la couche endothéliale. Il y a aussi des enzymes de destruction qui sont libérées. Donc, disons que à partir de des facteurs de croissance, d'abord des pores sont formés et ensuite de nouveaux capillaires. Ces facteurs de croissance qui ont un effet pro-inflammatoire qui va provoquer cette cascade inflammatoire qu'on appelle la tyrosine kinase. Et effectivement, beaucoup de molécules en chimio qu'on utilise dans cette phase pour combattre, pour inhiber, pour bloquer ces facteurs de croissance sont effectivement des inhibiteurs de la tyrosine kinase. D'autres médicaments qu'on utilise à ce niveau-là, c'est par exemple aussi le bevacizumab ou Avastin, qui lui n'est pas un inhibiteur de la tyrosine kinase, mais qui est par contre un anticorps monoclonal qui va bloquer, qui va inhiber V et GS. Ensuite, invasion métastase, eh bien, la différence, c'est que l'invasion, c'est une pénétration dans les tissus voisins. En général, on sait que l'invasion, c'est la première étape qui conduit aux métastases. Au niveau des métastases, là, on sait que si une nouvelle colonie est formée, eh bien, cette nouvelle colonie n'est pas en contact avec la colonie initiale. Donc, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses ont quitté le premier foyer, se sont déplacées, on peut utiliser le sang, le système lymphatique pour se déplacer, et ensuite une nouvelle colonie a été formée. Dans cette échappée de cellules cancéreuses pour former une nouvelle colonie, on voit que l'échappée, surtout via le système sanguin, la fatigue, a été décrite et documentée. Mais ce qui est aussi très important dans ce système, dans ces métastases, c'est que initialement,
une cellule cancéreuse qui se dégage, eh bien, doit s'échapper de l'adhésion, de l'adhérence qui existe entre les cellules. Et elle connaît les jonctions serrées, on en a parlé beaucoup, quand on a abordé la perméabilité, l'hyperperméabilité intestinale, parce que à ce moment-là, on a dit que, par exemple, le gluten peut activer la zonuline. La zonuline diminue l'expression des protéines qui contrôlent les jonctions serrées, et voilà, et c'est comme ça qu'on crée cette augmentation de la perméabilité. Hein. Maintenant, ici, on voit que au niveau de cette adhésion cellulaire, il y a des jonctions serrées, il y a d'autres jonctions, il y a des jonctions d'adhérence, il y a même adhésion, il y a tous les systèmes qui font que voilà, une cellule est attachée à l'autre, et effectivement, pour pouvoir organiser cette échappée, eh bien, cette cellule doit effectivement doit s'échapper ou l'expression des jonctions doit en premier lieu être diminuée pour que la cellule puisse s'échapper. Ok. Si finalement cette division cellulaire assurer que tout ce système de défense que je vous ai montré, l'apoptose, la réponse immunitaire et autres, et bien à ce moment-là, on est vraiment dans la phase cancéreuse. Ici, on entame la deuxième phase, ou la deuxième partie de ma présentation, qui est une partie très documentée. Bien sûr, je suis très prudent avec ce que je dis, donc toutes les infos que je vous donne sont documentées. Vous allez voir que toutes les publications ont été ajoutées. Donc on évalue publication pour regarder, pour évaluer quelles molécules peuvent être utilisées en prévention, en chimioprévention, disons, mais aussi des molécules qui peuvent interférer au niveau des étapes du développement du cancer. Vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de publications où chimio a été combiné avec des molécules nutritionnelles pour éventuellement potentialiser les effets cytotoxiques. Mais finalement, il y a d'autres molécules qu'on utilise pour diminuer les effets secondaires ou ils ont augmenté la qualité de vie. Et si on définit la chimioprévention, eh bien, la chimioprévention, c'est par définition, c'est l'utilisation de molécules nutritionnelles ou pharmacologiques pour prévenir, bloquer ou indexer le procès de développement tumoral avant la manifestation clinique. Ok. En premier lieu, école. École qui est un produit de fermentation du soja. Plus spécifiquement, l'isoflavone daïzéine est fermenté l'école et le résultat. Une partie de la population, en consommant un soja, va automatiquement fermenter et reproduire de l'école. Car on distingue les producteurs d'école et les non-producteurs d'école. Différence, mais se situe au niveau du microbiome. En Corée, on sait que une grande partie de la population, effectivement, va accomplir cette fermentation et va produire son propre école si on nourrit le genre de soja. Chez nous, en Europe, même aux États-Unis, on voit que les taux sont vraiment inférieurs. Comment distinguer les deux catégories? Eh bien, il suffit de mesurer les taux à l'école, au niveau du vinaigre ou au niveau sanguin. Ensuite,
l'école est un modulateur sélectif d'œstrogène niveau bêta. Utilisation au niveau prévention, protecteur. Aussi d'office, beaucoup de publications dans un contexte ménopausal. On voit que l'école a été utilisée pour réduire une infection, pour protéger le tissu osseux. Et récemment, sur des publications, on voit que l'école augmente les taux d'oxyde nitrique, qui est naturellement avec une clé au niveau de la longévité vasculaire. Publication dans le domaine du cancer, on voit que au niveau des publications, on voit que l'apoptose est favorisée. Publication aussi, on voit un effet positif sur les gènes suppresseurs et tumeurs, BXR1, BXR2. On documente aussi une augmentation de l'expression NRF2. Et NRF2, c'est un facteur de transcription qui, une fois activé, d'une part, va augmenter l'activité des enzymes de détoxification phase 2, mais d'autre part, on voit aussi qu'une bonne expression NRF2 est une bonne prévention pour toute maladie chronique. Expression NRF2 qui d'office diminue avec l'âge. Ensuite, on voit aussi des publications au niveau de diminution de l'expression des facteurs de croissance AMP. Il y a pas mal d'études épidémiologiques, ça aussi c'est intéressant, qui démontrent que la prévalence du cancer est plus faible chez cette catégorie producteurs asiatiques d'école. Et on voit aussi beaucoup d'études qui ont examiné la relation entre les taux d'école et le risque de cancer de la prostate, du côlon et du sein. Ici, on combine l'école et le tamoxifène. C'est une publication, une étude in vitro. On va vous montrer d'autres études où chaque fois tamoxifène a été combiné avec une autre molécule. Je vais déjà vous dire qu'il y en a de plus intéressantes que l'école, mais bon, on a quand même constaté une protection supplémentaire. L'école agit par plusieurs voies, donc c'est pas seulement en base de cette modulation sélective au niveau des bêta, finalement, j'ajoute encore au niveau ménopause, peut-être même anti-aging, mais on ne pas vraiment ce mot, qu'on voit aussi des études où il y a un essai, on diminue les essais neurodégénératifs, santé cardiovasculaire et ostéoporose, vraiment les déchoisis. Donc, en bon produit de ménopause, éventuellement, on pourrait même envisager chez les femmes en ménopause, d'utiliser l'école 2 fois par jour, un 6 mg, on l'utilise ici. D'une part, il y a l'effet de prévention, d'autre part, il y a quand même aussi l'effet sur les problèmes avant la ménopause, l'émission du tissu osseux, le fait de chaleur. Éventuellement, l'école est aussi utilisée, comme on vous l'a déjà démontré chez l'homme, au niveau de la prostate, et là, éventuellement, on combine école et lycopène. J'ai juste oublié de vous dire, au niveau de ménopause, une très bonne combinaison, c'est école et vitamine K2. Vitamine K2, 180 mg, parce que à ce niveau-là, on sait que la vitamine K2 protège au niveau peste de tissu osseux, mais aussi protège contre la calcification de vascule. Ok. Ensuite, niveau immunitaire, facteur de transfert avec en premier lieu le multimessenger. Mais les facteurs de transfert
ou les transfert facteurs, c'est des messagers qui sont en principe libérés pendant la réponse immunitaire. Donc, on sait que les T auxiliaires libèrent des messagers, des facteurs de transfert. Et ici, ces facteurs de transfert ont été isolés d'une manière spécifique du colostrum. On garde des séquences d'acides aminés. Il n'y a pas de caséine, il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de problème au niveau d'intolérance de l'huile laitière. Et ces compositions, comme le multi-messenger, vont effectivement augmenter l'activité des cellules NK. Si je dis qu'ils augmentent l'activité des cellules NK, d'abord, je vous montre que, comme agissent les cellules NK, eh bien, les cellules NK, eux, vont libérer des enzymes comme la perforine, qui, comme l'indique un peu son nom, va perforer ou dégrader les membranes de cellules qui ont été infectées par des germes intracellulaires. Et de ce fait, les cellules NK, d'une manière aspécifique, éliminent cellules infectées. On libère aussi de l'interféron gamma. Et pourquoi les facteurs de transfert? Eh bien, parce que cette composition, comme le multi-messenger, vont activer des récepteurs à la surface des cellules NK pour ensuite augmenter cette activité. Ça veut dire que les cellules NK deviennent plus performantes dans l'élimination de cellules infectées. D'une manière spécifique, il y a beaucoup d'usages en prévention, aussi au niveau infection, surtout dans les infections mixtes, parce que son activité est aspécifique. Au niveau de posologie, multi-messenger, en principe, 3 capsules juste avant le petit déjeuner. Dans une infection plus sévère, on peut même se doubler la dose 3 le matin, 3 le soir. Ensuite, au niveau des mitochondries, je vous ai expliqué en première partie qu'il y a 2 particularités dans le cancer. Donc, la perte d'électrons est plus manifeste, et s'il y a une plus grande fuite d'électrons, effectivement, on voit des dégâts au niveau des mitochondries. D'autre part, je vous ai montré qu'au niveau de synthèse d'énergie, les cellules cancéreuses utilisent ce système de glycolyse qui effectivement va convertir la pyruvate immédiatement en acide lactique, ce qui demande faible rendement de l'ATP. Au niveau de dégâts des mitochondries, le système Lipid Replacement Therapy, ou la thérapie de remplacement des lipides, a été initié il y a des combats. C'est un système qu'on utilise d'une manière générale si effectivement il y a destruction des mitochondries. Et à la base, c'est des compositions qui contiennent des phospholipides, des antioxydants, même si des molécules qui protègent les phospholipides contre une dégradation digestive. Et ces compositions, la première lieu, je vais dire la première génération, première publication, 2001, avec une composition MT-factor Energy. Là, on a constaté que chez 81% des patients sous chimiothérapie utilisant MT-factor Energy, on voit qu'on diminue la fatigue liée au cancer et on diminue aussi les effets secondaires. Inconvénient, un dosage, souvent 3 fois 4 capsules par jour. Deuxième génération, même principe, ATP Fuel, là aussi de très belles publications, surtout de Gary Nicholson, qui a utilisé cette proposition non seulement dans le traitement de l'infection chronique comme le lung, mais aussi dans le cadre de la pollution de l'environnement. ATP Fuel, belle publication, beau résultat, 2 fois par jour, 5 capsules. Maintenant, pour l'instant, on est arrivé à la 3e génération, ATP 360, on voit les mêmes résultats,
les résultats équivalents, quantité d'énergie, fatigue et autres. Mais l'avantage, c'est qu'ici, il faut que 3 capsules le matin. C'est actuellement beaucoup mieux que les 12 les 10 capsules qu'on a là. Bon, on a toujours les 3 formules dans notre gamme, mais bon, je crois qu'il y a quand même des éléments pour éventuellement envisager la troisième solution, la TT 360. Et d'une manière générale, dans toutes sortes de fatigue, infections, mais aussi, bon, je dirais, pollution d'environnement, être lourd, ou même fatigue extrême. Si d'autre part, vous expliquez que il y a ce système de glycolyse où le pyruvate et les glucides sont immédiatement convertis en masse énergétique, naturellement, il faut par rapport élevé de glucides, et là, naturellement, il y a aussi des possibilités pour diminuer la disponibilité des glucides. Il y a même certaines molécules naturelles qui ont été documentées pour diminuer le transporteur glucan, donc des molécules comme la génistéine, la quercétine ou le theta. Je profite de l'occasion pour analyser les méthodes plus spécifiques qu'on connaît pour optimiser le métabolisme mitochondrial. Pourquoi je profite de l'occasion? Bien parce que souvent, au niveau des mitochondries, on sait qu'il y a beaucoup d'options, mais bon, à mon avis, c'est difficile de distinguer quelle option est la meilleure. Mais bon, souvent, comme c'est naturellement le cas d'une manière générale dans la médecine fonctionnelle, on sait que une solution optimale est souvent une solution qui est individualisée et qui est spécifique pour le problème qu'on voit. Si je vous montre ces possibilités, d'abord, je vais vous montrer d'une manière, je crois, très facile, oui, peut-être très synthétisée, comment fonctionnent les mitochondries. Eh bien, au niveau mitochondrien, on sait que les carburants, c'est les glucides et les acides gras, qui contiennent de l'énergie. Alors, ils sont transportés dans les mitochondries, et c'est là que l'énergie que contiennent ces glucides et ces acides gras sont capturés par des cofacteurs NAD et NAD, qui vont capturer cette énergie et qui vont ensuite livrer cette énergie sous forme d'électrons à, effectivement, cette fameuse chaîne de transport d'électrons. Donc, on livre les électrons, mais ensuite ces électrons sont transférés d'un complexe à l'autre. Complexe A jusqu'au complexe A. Pendant que ces électrons sont transférés, en simultané, on va libérer des protons qui, finalement, ces protons sont récupérés à la fin de la chaîne, s'accumulent au niveau de l'ATP synthèse, et c'est là que, finalement, on produit de l'ATP. Mais, de toute façon, si il y a cette chaîne d'électrons avec ces transferts d'électrons, eh bien, sachez que d'office, il y a une perte d'électrons, il y a une fuite d'électrons, et normalement, si on n'est pas dans une situation pathologique, eh bien, cette perte d'électrons, elle est gérable. Hein? C'est-à-dire que quand on est en bonne santé, on a des systèmes antioxydants puissants et performants, comme le superoxydiglutase, catalase, on a suffisamment de glutathion, et comment, de ce fait, on peut neutraliser cette perte d'électrons. Vous voyez que au niveau des électrons, disons le superoxyde limpérine, vous voyez comme ce superoxyde va être d'abord converti en hydrogène de peroxyde et ensuite totalement neutralisé. Ici, sur le panneau, vous voyez aussi l'effet du strain, la réaction Fento. Effectivement, s'il y a une accumulation de force, s'il y a une surexposition de fait, à ce moment-là, l'hydrogène de peroxyde peut être converti en hydroxyde, qui est un oxydant qui est effectivement beaucoup plus dangereux que la superoxyde. À ce moment-là, des antioxydants comme l'hydrogène peuvent être utilisés. Mais
Et ensuite, si je viens de vous décrire d'une manière très synthétisée le système mitochondrial avec la chaîne d'électrons, la pecte d'oxydant et ensuite la synthèse ATP. Donc, quelles sont les phases où on peut intervenir? Premier lieu, la phase au niveau du pyruvate. Donc le pyruvate, avant vraiment d'être dégradé dans le cycle Krebs, bien, la première convection, c'est une carboxylation et il y a un système d'enzymes qui s'appelle le complexe pyruvate dehydrogenase qui s'en charge. Au niveau de ce système d'enzymes, on voit des cofacteurs. RC, c'est de Bruce Daines, scientifique pharmacologue américain qui nous l'a démontré. On sait que si on ajoute des cofacteurs, on augmente l'affinité de l'enzyme et on optimise cette convection. Vous voyez les cofacteurs, la vitamine B activée, NAD et aussi l'acide alpha-lipoïque. Ce que je vous montre là sur la prochaine diapositive, c'est ces trois formules, trois compositions où effectivement on a ces cofacteurs et de ce fait on augmente l'affinité de l'enzyme et on optimise effectivement cette dégradation de pyruvate. Ce qui peut être intéressant dans chaque situation où on veut éviter l'acide lactique, penser aux sportifs, mais aussi d'une manière générale, c'est un système très proactif vraiment que peut-être favorisé pour optimiser le rendement mitochondrial. Donc vous voyez à gauche le cofacteur B complexe, c'est un complexe de vitamine B coactivé en place des mêmes matins. Le Krebs plus que vous connaissez peut-être déjà obtient de l'acide alpha-lipoïque, Q10 aussi de l'acide carnitine, l'acétylcarnitine qui est un peu, disons, le transporteur de l'acide gras. Et finalement, le cognifuel qui contient ce précurseur nicotinamide riboside, le meilleur précurseur de NAD, mais cette même formule contient aussi une PQQ, une molécule qui entraîne une biogénèse mitochondriale. Sachez que cette même formule contient aussi des extraits de fruits de caféiers. Non, c'est pas pour la caféine parce que ça ne contient pas de caféine, mais les procyanidines dans ces extraits de fruits de caféiers vont augmenter l'expression du BDNF, le BDNF qui bien sûr protège la masse cérébrale. Donc, d'une manière générale, le cognifuel est une molécule peut-être anti-aging, donc agir au niveau mitochondrial, biogénèse mitochondriale, mais aussi au niveau cérébral. Dans cette petite synthèse niveau 2, coenzyme Q10, on a une formule de 400 mg. La coenzyme Q10 qui est en principe même le complexe 2 dans la chaîne d'électrons. En numéro 3, je vous montre les antioxydants parce que je vous ai dit que s'il y a une fuite d'électrons en principe, eh bien, si on possède un système antioxydatif puissant, il n'y a pas de problème. Si on veut des antioxydants supplémentaires, il faut surtout qu'ils soient biodisponibles. Donc, H2 absorbe, c'est de l'hydrogène moléculaire, 2 fois par jour, dilué dans un demi-verre d'eau. Et bien sûr, notre trichotilphal, notre glutathion en liposomal. Pourquoi? Parce que le glutathion, c'est le système endogène antioxydant majeur, puissant. Au point de vue de supplémentation, il y a un problème, c'est peu biodisponible. Donc ici, c'est une forme liposomale. Pour démontrer l'activité, on a une étude qui a été publiée en 2018 dans le European Journal of Clinical Nutrition. Et là, on a démontré qu'une cuillère à café de trichotilphal pendant 2 semaines augmentait la concentration intracellulaire de glutathion de 28%,
De ce fait, vous voyez, on diminue le stress oxydatif. Si on diminue le stress oxydatif, eh bien, on va même augmenter l'activité des natural kills. Donc, antioxydants, détoxification, soutien immunitaire. OK. En numéro 4, c'est les 3 formules que je vous ai déjà montrées. Le lipid replacement therapy avec le NT factor, l'ATP fuel et maintenant la troisième génération ATP croissance passant. 3 capsules le matin pour réparer les mitochondries. Et je termine en numéro 5 avec la formule mon ATP qui contient l'anneau de ribose, parce qu'effectivement, si vous voyez la formule structurelle de l'ATP, vous voyez un anneau adénosine, un anneau ribose, et normalement, il y a la synthèse de ribose, on produit ça nous-mêmes, mais si effectivement, si on prend la ribose en supplément, on gagne plus de temps. Apparemment, c'est 8 fois plus rapide, et certainement, si on va associer la ribose avec créatine qui apparemment qui contient une phosphate, un autre élément essentiel dans la synthèse d'ATP, donc mort ATP, créatine, ribose, des comprimés à croquer, deux matins, deux soirs, et si c'est utilisé dans les fibromyalgies, des fatigues chroniques ou même les problèmes ischémiques, et on voit qu'à côté du fait qu'on combat la fatigue, eh bien on diminue aussi les douleurs musculaires. OK. On continue l'aperçu des molécules et surtout une évaluation des publications dans une approche plus complémentaire du cancer. Et si l'endocarbinol est le DIN, si on parle du brocoli, vous allez voir qu'on utilise des extraits spécifiques. Pourquoi? Parce que comme ça, on sait exactement combien de contenu qu'il y a, et ensuite on peut comparer avec les études publiées. OK. Extrait endocarbinol et INS. Ici, je vous montre que l'endocarbinol est en principe même un précurseur du DU. Parce que cette molécule n'est pas très stable, elle est convertie immédiatement en DIM, que DIM est peut-être considéré comme un produit bioactif, peut-être, mais vous allez voir dans les publications qu'effectivement, c'est surtout l'endocarbinol qu'on utilise, 400 mg, tenant compte de ce système. Alors, il n'y a qu'une situation où on va utiliser le DIN, dans notre molécule, et c'est dans les problèmes de la prostate. Oui. Endocarbinol est converti quasi immédiatement en DIN. Oui, on voit effectivement, après une administration orale, que le DIN est détecté dans le plasma déjà 15 minutes après et que le DIM reste détectable pendant 6 heures. Endocarbinol est un anti-œstrogène au niveau alpha, récepteur alpha. Vous allez voir tout de suite que DIN est plutôt un antagoniste d'androgène, mais en principe, c'est bizarre qu'ils ont en effet une différence. Bon, publication endocarbinol. D'abord, expression gène du cancer du sein, BRCA1. Ensuite, comme on l'a déjà démontré, une modulation négative ou une inhibition au niveau des récepteurs alpha-œstrogènes. On voit aussi une inhibition de l'expression de l'aromatase. Et finalement, au niveau de la métabolisation, de l'hydroxylation, on voit qu'il y a l'enzyme CYP qui est responsable pour cette hydroxylation au niveau des C2. Elle est orientée. Elle favorise cette métabolisation, sachant que ce métabolite a un effet protecteur pour réduire le risque d'un développement cancer.
d'autres publications, apoptose, métastase, augmentation aussi des NRF2. OK. Et ici, en combinaison avec la tamoxifène. Mais là aussi, c'est une étude in vitro sur les lignées cellulaires du cancer. Mais là aussi, effectivement, on voit qu'il y a un effet favorable si on combine les... Mais bien, il y a d'autres publications, d'autres combinaisons que je vais nous faire un peu plus tard qui sont les plus intéressantes. L'endocarbinol, c'est des publications au niveau du cancer colorectal. Dosage endocarbinol, et ça c'est vraiment à base des résultats au niveau du rapport C2, C6 qu'on constate chez les participants. Là, on a démontré que un dosage optimal d'endocarbinol, c'est 400 mg une fois par jour. Pour qu'il c'est clair que l'un de votre chien. Au niveau de DIM, eh bien, DIM a une utilisation, une indication très spécifique au niveau de la prostate. Pour bien comprendre, je situe que la synthèse testiculaire du testostérone, vous savez, elle est initiée par l'hormone lutéinisant, LH. Niveau intracellulaire, testostérone est converti en DHT, dinotestostérone, parce que c'est une molécule qui est beaucoup plus puissante. Et ensuite, cette molécule DHT va se lier au récepteur androgène avec le récepteur qui va ensuite en translocation, qui quitte le cytosol, qui accède le noyau de la cellule, et qui va ensuite agir comme un transcripteur des gènes. Donc, il va décider de l'expression qui va se lier à la phase de promotion, à la partie de promotion génétique, et qui va ensuite décider de l'expression. On voit effectivement que AF augmente le PSA et elle va aussi accepter cette prolifération, cette inflammation. Mais que fait DIM ici? Eh bien, DIM va diminuer cette translocation, cette transcription, et de ce fait diminue PSA et prolifération. Et si vous vous posez la question si DIM va diminuer les taux de testostérone, eh bien non, parce que DIM est en partie aussi un inhibiteur d'aromatase, donc on voit qu'il doit avoir un effet positif sur la testostérone. Donc il y a un très bel effet, et on ne voit pas d'effet anti-androgène. Sachez aussi que le mécanisme que je vous décris ici, où DIM effectivement inhibe translocation, expression nucléaire de AR, eh bien c'est le même système qu'on voit dans des médicaments comme Scandi qu'on utilise à dans le Canadium, qui est l'enzalutamide. Ok. Au niveau de dosage DIM, ça se situe entre 100 et 450 mg par jour, souvent 300 mg. Sachez que, effectivement, comme je l'ai dit tout au début du discours, endocarbinol et DIM ne sont pas des molécules nutritionnelles, ils sont au champ des gloires. Ils sont maintenant également des molécules qu'on peut prescrire. Et je vous ajoute aussi l'agrézibène d'une compounding pharmacie qui fait ces préparations. Bromoraphagon, c'est un autre extrait du brocoli. À nouveau, un extrait spécifique qui contient du glucoraphanine, qui est le précurseur de sulforaphane. Sulforaphane n'est pas stable, il faut utiliser des précurseurs. Ici, on utilise ce précurseur, mais on ajoute des enzymes myrosinases pour activer, soutenir cette conversion, pour optimiser cette conversion. Sachez aussi que
le dosage habituel, c'est 300 mg de lapin avec un jeun ou avec une boisson acide pour éviter que le NITSAP, le citrofan, soit formé, qui est beaucoup moins. Ok, au niveau des indications du brocarafagan, il y a quoi? Eh bien, d'abord, on voit que le brocarafagan et surtout le sulforaphane est une molécule qu'on utilise beaucoup au point de vue de l'optimisation de la détoxification. Détoxification, ça veut dire 3 phases. Première phase, biotransformation. Ça veut dire que toute molécule cellulobiotique est activée et préparée pour la phase 2. Phase 2, ces molécules vont être liées avec une molécule hydroxyle endogène pour effectivement produire ce complexe hydrosoluble qui ensuite est éliminé par un voie fécale ou urinaire en reste. Où se situe l'effet du brocarafagan? Eh bien, le brocarafagan occupe une sulforaphane va activer le facteur de transcription NRF2 qui ensuite est un facteur de transcription, donc il va dicter l'expression génétique et de ce fait augmente la capacité des enzymes de détoxification qu'on voit en deuxième phase. Enzymes comme glutathion S-transférase ou l'UDP, glucuronyltransférase. Entre autres, on sait aussi que cette activation NRF2 diminue chez les personnes âgées. Et si on a une bonne activité NRF2, en principe, on est mieux protégé au développement de maladies chroniques. En principe, mais comme les cancers. Pour optimiser cette détoxification, on a développé un produit 4 Vigo, Fort and Vigo, qui est un produit, c'est un sachet, donc il y a plusieurs capsules dans le sachet. Et là, on a plusieurs facteurs qui vont optimiser les phases de détoxification. On a les vitamines B, les cofacteurs de la première phase de biotransformation. Il y a du brocarafagan qui soutient la détoxification de phase 2, mais il y a aussi une composition à base de resveratrol et GCG pour vraiment agir sur l'induction des enzymes, entre autres glutathion S-transférase. Donc ça, 4 Vigo, c'est une formule qu'on utilise même en général en tout ce qui est pollution d'environnement, toxicité, pour soutenir le système de détoxification. Cette même formule contient aussi des probiotiques parce qu'on sait que quand on utilise des probiotiques, c'est le fait qu'on diminue l'absorption intestinale de toutes les molécules toxines. Aperçu des données de recherche sur le brocarafagan, sulforaphane, NRF2, je vous ai montré, on diminue aussi l'expression des NF-kappa-B, fait anti-inflammatoire. On augmente l'interleukine 2 et le recrutement des natural killer cells et de cellules cytotoxiques. Aussi effet au niveau de l'apoptose. Et ici, on voit aussi des publications ou des chiffres comme un paclitaxel. De cet axel ont été combinés avec le brocarafagan. Pas mal de publications en complémentaire du cancer de la prostate et le cancer du sein. Ensuite, que peut-on envisager comme soutien sélectif des stress oxydatifs? Bon, on a vu que, principe, au niveau des mitochondries, déjà on libère plus d'oxydants. Et là, il y a un premier paradoxe. Les erreurs de glutathion. En principe, un déficit en glutathion augmente le risque
de développer un cancer. Utiliser le glutathione pendant le cancer, il y a un paradoxe parce que bon, le glutathione va aussi favoriser les cellules cancéreuses. Donc là, souvent, on nécessite une approche individualisée, individuelle. Au niveau d'antioxydants, je montre deux autres possibilités qui ne sont pas paradoxales. D'abord, l'hydrogène moléculaire, H2-absorbe, antioxydant puissant pour neutraliser les radicaux hydroxyne qui sont libérés déjà pendant la radiothérapie. Donc, radiothérapie, effet secondaire, H2-absorbe, et il y a aussi une publication que je montre ici. On voit que l'usage de H2-absorbe pendant un traitement de radiothérapie diminue les effets secondaires, ici la perte d'appétit. Tocotrienol, donc la vitamine E et la vitamine E naturelle, et c'est le tocopio, c'est un mélange de 90% de delta-tocotrienol, 10% gamma. Pas mal de publications, Apoptos, NRF2, Quadrogenens, Ambition. Et là aussi, mais c'est une étude in vivo, elle combine la tamoxifène et le tocotrienol, et on voit que sur une période de 5 ans, le risque de mortalité est diminué de 70%. L'artémisia, vous savez, l'artémisia, on peut comparer avec la vitamine C ou l'hydrogène de peroxyde en haute concentration. C'est des molécules qui génèrent des oxydants. L'artémisia, cet anneau en peroxyde est sélectivement cytotoxique en présence de cette émotion. On sait que les cellules cancéreuses beaucoup de récepteurs de transférés ont absorbé le feu, et dans ce fait, ils vont activer cet effet oxydatif. Artémisine solo, 2 fois par jour, 30 minutes avant l'état. Ensuite, le pectazole qui est pectine modifiée. Pourquoi? Parce que le pectine en principe n'est pas digestible, pectazole modifié, qui, en premier lieu, contient un anneau bêta-galactose qui, lui, va se lier à la galactine 3. Et la galactine 3, c'est une molécule qui est écrite, c'est une molécule qui est entre autres une molécule qui favorise les métastases. En principe, ici, on peut doser le pectazole en vue des taux de galectine 3, les taux de galectine 3 qui sont mesurés. Les tests sont bien. Je vais terminer en vous disant, en vous racontant encore quelque chose sur l'ivermectine et la vitamine K2. Et là, c'est un repositionnement des molécules. Donc, ça veut dire que c'est des molécules qu'on connaît depuis longtemps. Et ici, il y a un nouveau développement. Ivermectine, qui ici aussi n'est pas une molécule nutritionnelle, mais est vraiment un médicament plus sur prescription. Comme l'ivermectine, c'est en effet dans les infections parasitaires. Dans une nouvelle de la médecine en 2015, effectivement, la découverte de l'efficacité de l'ivermectine contre les parasites. Disons que l'équilibre intracellulaire ionique est perturbé. Donc on a l'ivermectine, bien sûr, de son activité antivirale, pas sur le Covid. Et pas mal de publications. Cet équilibre intracellulaire dérangé, c'est en partie aussi l'effet antitumorale, mais on voit aussi que l'apoptose est favorisée, même l'autophagine, inhibition de l'environnement,
publication. Et ce qui est intéressant ici, c'est aussi le fait que voilà, il y a des publications, on voit que on a associé l'ivermectine à des molécules comme le cisplatin ou le paclitaxel pour finalement diminuer la résistance qui pourrait se manifester. Pic plasmatique après 4 heures, et ensuite une publication qui décrit l'usage, publication du Dr. Daniel, dosage entre 0,6 et 1 mg par kilo par jour. Oui, c'est effectivement c'est assez élevé, et en principe, elle fait 1 jour on, 10 jours off, dans la phase de rémission, 2 fois par an, 2 mois, et là on fait 10 jours off et 20 jours off. Je signale ici le cagnosine de zinc, qu'on connaît depuis longtemps, pour son effet au niveau des muqueuses gastriques. Cagnosine de zinc en une forme trigue disponible de zinc. Traitement aussi adjuvant dans les infections hélicobactères. Et une molécule qui diminue aussi des effets secondaires, on voit dans la chimio ou même dans la radiothérapie au niveau des muqueuses, dans des mucosites buccales. 2 fois par jour, 64 mg. Mais on l'utilise beaucoup vraiment dans tout ce qui est gastrite et les problèmes pour une digestion sur forme. Vitamine K2. Vitamine K2, cofacteur essentiel pour activer les protéines GLA qui diminuer la calcification artérielle, mais aussi l'activation de l'ostéocalcine, indispensable pour qualité du tissu osseux. Et dans ces nouveaux développements, on a constaté que la vitamine K2 a des effets au niveau de l'apoptose, aussi au niveau du système suppresseur de NTP53. Donc, vitamine K2 augmente ce système de défense. Et on voit même les publications où, en post-opératif, on voit une diminution des taux de récidive après 2-3 années. Ici, sorafenib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase, a été associé à la vitamine K2. Ok. Ensuite, eh bien, le reste des diapositives, c'est probablement un outil que vous pouvez consulter, où j'ai synthétisé tous les systèmes de défense, d'abord les molécules qu'on pourrait envisager, qui ont été publiées. Ensuite, si la chimioprévention est effectivement, comme je l'ai défini, l'usage de molécules qui bloquent l'index, on va prévenir le développement. J'en ai cité quelques-unes. ECWO, modulateur sélectif des récepteurs estrogen bêta, le multi-messenger, non seulement dans le cancer, mais dans le général, qui va augmenter l'activité de nitroglycérine, l'endocarbinol, métabolisation C2 et tous ces autres bienfaits. Le brocographagon, tocopure, la vitamine E, antioxydant puissant, une belle publication, et même la vitamine K2, qui entre autres va augmenter la capacité du système TP53. Ensuite, mais ça c'est lecture, il y a un descriptif des types de chimiothérapie, et chaque fois que vous avez les publications, si effectivement il y a la possibilité d'utiliser des molécules nutritionnelles en adjuvant. Voilà, il y avait beaucoup d'infos. J'espère que ma présentation vous a plu. C'est une présentation qui est assez complexe. Je n'ai pas du tout l'intention de vous inciter à
J'ai créé une oncologie comme une thérapie alternative. Le but ici aujourd'hui était d'une part effectivement d'écrire le système de défense pour éliminer cette prolifération et d'autre part de montrer des publications et oui, pour vous démontrer des études où effectivement ces molécules nutritionnelles souvent ont été utilisées et publiées. Voilà, je vous remercie et à la prochaine. Donc voilà pour cette première présentation. Hop, je vais remettre la présentation. Donc pour rappel, je vous envoie tout de suite pour ceux qui éventuellement n'ont pas encore eu le temps de s'inscrire. Hop. Donc demain, on fait une session de questions avec Paul de Sadler qui pourra répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la présentation qu'on a eue aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. C'est pendant 1 heure, demain, de midi 30 à 13h30. Donc, j'ai noté les questions qui sont passées dans le feed, mais si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à du coup, vous connecter demain à midi 30. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de la plateforme SimpliCure qui proposait ce webinaire, je prends 2 petites minutes pour vous en parler. Je vous envoie d'ailleurs rapidement aussi le lien pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas pour pouvoir vous inscrire. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite. SimpliCure, c'est une plateforme qui va regrouper, aujourd'hui, il y a plus de 80 laboratoires de présence sur l'outil. Ça vous permet de faire des recommandations de compléments alimentaires à vos patients, que ce soit des produits avec de différents laboratoires. Vous n'avez qu'un lien unique à envoyer. Donc, c'est quand même bien plus simple pour vous pour créer des recommandations et pour vos patients ensuite pour passer commande. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Hop là. Donc ici, vous arrivez sur la page d'accueil. Il y avait pas mal de questions concernant le replay. Tous les replays des webinaires qu'on propose sont toujours disponibles ici sur votre page d'accueil à gauche. Donc ici, vous avez toujours le replay et les présentations. Pour créer une recommandation, vous allez sur Nouvelles recommandations. Vous sélectionnez le patient à qui vous souhaitez l'envoyer. Vous n'êtes pas obligé de nécessairement relier une recommandation à un patient. Vous pouvez juste... Mais voilà, là, pour l'exemple, je vais le faire. Après, vous ajoutez des produits. Donc, si vous voulez voir les produits dont on a parlé aujourd'hui, au niveau des filtres, vous allez pouvoir regarder Nutrinet, par exemple, et voir quelles sont toutes les nouveautés. Donc, il y a 15 nouveaux produits qu'on a vus là aujourd'hui sur la présentation de ce midi. Donc, vous pouvez aller voir les fiches éventuellement dans l'après-midi. Et si vous avez des questions sur les formulations, sur les produits, n'hésitez pas à les poster demain midi, du coup. Et du coup, voilà, quand vous cliquez sur la fiche, vous avez un descriptif à chaque fois des différents produits, des formulations, bien sûr, qui sont bien détaillées, et les conseils d'utilisation. Pour le recommander à un patient, vous cliquez sur « Ajouter » et de cette manière, vous pouvez ajouter donc des produits de différents labos. Vous pouvez changer les instructions de prise. Vous aurez toujours des instructions par défaut. C'est celles que nous donnent les labos. Vous pouvez mettre des notes en plus. Tout ça, c'est bien repris sur le mail que reçoit votre patient. Hop, donc je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Quand vous cliquez sur « Envoyer » ici, directement, le patient reçoit son mail avec sa recommandation et il n'a plus qu'à passer commande, en fait. Hop, je vais vous montrer, je vais changer de page. Alors, si le patient ouvre sa boîte mail et clique sur le lien de recommandation, alors il va arriver sur cette page où il voit les différents produits que vous lui avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement pour renseigner son adresse et donc recevoir tout bien directement chez lui. Donc voilà, c'était rapidement pour vous montrer comment fonctionne voilà, la plateforme. Et donc, pour revenir à la présentation, alors, c'est pas ça que je voulais faire. Plateforme qui est entièrement gratuite, donc je vous le rappelle, je vous invite à vous inscrire. Je vous ai envoyé le lien il y a 30 secondes et je vais vous le renvoyer. J'arrive pas du tout à remettre la présentation. Hop, voilà. Hop, donc vous avez plus de 1500 références aujourd'hui. Ça simplifie, vous, le fait de faire des recommandations et pour vos patients, c'est beaucoup plus simple au niveau de l'achat. Et vous pouvez également faire bénéficier d'avantages, donc de réduction à vos patients sur leurs commandes. Je vous invite donc à vous inscrire. Je vous remets je vais vous repartager ici l'offre de toute façon comme ça. Hop. Et donc, pour rappel, encore une dernière fois, demain midi à 12h30, Paul sera présent pour répondre à toutes vos questions sur la présentation de ce midi.
Et la semaine prochaine, donc 2 nouveaux webinaires. Mardi prochain, plutôt sur votre profession, donc comment avoir plus de rendez-vous en tant que professionnel du bien-être. Et jeudi prochain, on va parler de la fonction thyroïdienne également. Donc, je vous invite à vous inscrire et également, éventuellement, à visionner les replays sur la plateforme par la suite. Donc voilà, merci d'avoir été présent ce midi pour la présentation de Paul. Pour rappel, demain, session de questions avec toutes vos questions à 12h30. Et moi, je vous donne rendez-vous sinon la semaine prochaine pour les deux nouveaux webinaires. Merci à tous et puis très bel après-midi.